Studio 54. Après les silences, on parle des violences faites aux femmes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous recevons Amandine Gradou, juriste pour l'association France Victimes 54. Bonjour Amandine. Bonjour. Amandine, dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter et me dire quel est le lien entre votre métier, le métier de juriste, et la lutte contre les violences faites aux femmes ? Oui, alors moi je suis juriste au sein de l'association France Victimes 54 depuis 2019. C'est une association qui accompagne les victimes, toutes victimes d'infractions pénales. Et à cet effet-là, j'ai basculé plus précisément sur l'accompagnement des victimes de violences conjugales très rapidement après mon arrivée. Et je suis aujourd'hui référente violences conjugales au sein de l'association. L'association France Victimes 54 est logée à la Cité judiciaire. Quelles sont ses missions et son large éventail finalement d'intervention et d'action ? Donc l'association France Victimes, c'est une association loi de 1901 qui a été créée en 1983. Elle est agréée par le ministère de la Justice. Donc en fait, elle fait partie du réseau national France Victimes qui compte aujourd'hui 132 associations sur tout le territoire. Et elle a pour mission générale un accompagnement des victimes d'infractions pénales qui se traduit du coup par un espace d'écoute gratuit et confidentiel, une information délivrée aux victimes sur leurs droits et une orientation vers les professionnels, mais également un soutien psychologique et social. Donc toutes les victimes pour l'association et plus spécifiquement les victimes de violences conjugales et notamment faites aux femmes. Alors vraiment toutes les victimes d'infractions pénales, mineures, majeures et peu importe l'infraction. Après on prend en charge bien évidemment les victimes de violences conjugales, mais vraiment plus largement toutes victimes d'infractions pénales. Et sur ces violences conjugales, qu'est-ce que l'association met en place spécifiquement ? Puisqu'il y a le travail avec d'autres victimes, j'imagine qu'on s'adapte aussi à chaque violence, notamment il y a des groupes de parole. Oui, alors les groupes de parole, c'est très récent pour nous. On a ouvert le premier groupe de parole en novembre de cette année. D'accord, ah oui, c'est très récent. Oui, c'est très récent. On n'a fait qu'une seule session pour le moment, d'ailleurs à la Maison des Femmes. Et oui, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur de proposer pour compléter l'accompagnement qu'on peut fournir aux victimes de violences conjugales. On parlera de l'accueil, de l'évaluation. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs comme ça qui rentrent en jeu ? Nous, on a essayé de mettre en place des bons pour les taxis, pour des victimes qui seraient dans l'urgence. Parfois, on fait appel aussi à nos partenaires extérieurs pour aider, avoir une aide financière ponctuelle pour ces victimes-là. Et tout le reste, effectivement, ce sera notre intervention classique, donc soit à la demande de l'autorité judiciaire, soit à la demande de la victime elle-même qui toque à notre porte. L'association fait vraiment presque un travail de service public, hein, on peut le dire, auprès de la justice. Ce lien étroit, comment il se caractérise ? Ça va de la plainte, quand une personne pousse la porte du commissariat, vous êtes quasiment tout de suite associé au procès verbal. Oui, tout à fait, mais il est quand même important de préciser que toute victime peut venir au sein de France Victimes 54 pour avoir des informations, même si elle n'a pas déposé plainte. Ça peut lui permettre aussi de faire un point, de savoir où elle en est, de savoir si ce qu'elle a vécu revêt une qualification pénale ou pas. Donc voilà, on ne commence pas forcément au moment du dépôt de plainte, ça peut même être en amont pour l'aider à le préparer, pour l'aider aussi à être accompagné et à arriver dans les meilleures conditions possibles auprès des forces de l'ordre pour déposer plainte. Je rebondis d'ailleurs, c'est important ce que vous dites, puisque c'est pas parce qu'on vient vous voir volontairement, je vais dire, à l'association, que tout de suite on va rentrer dans une procédure judiciaire. Il y a beaucoup de femmes qui ont encore du temps, ont encore besoin de temps pour réfléchir si elles vont porter plainte, si elles vont aller jusque-là. On leur conseille évidemment, si c'est caractérisé, ça n'a pas acte de porter plainte finalement, de venir prendre un conseil chez vous. Absolument pas. Et nous, on va s'adapter au temps des victimes, parce que c'est très important de le faire. Il ne faut pas les bousculer, sinon elles vont faire machine arrière. Il y a des risques après, effectivement, que la procédure soit classée parce qu'elles n'auront pas été complètes dans leur déclaration. Donc c'est très important d'aller à leur rythme quand c'est possible, bien sûr.
On vient de le dire, il y a deux manières d'être sollicité, que vous soyez sollicité. Soit ce sont les victimes qui viennent de leur propre gré, soit c'est une réquisition de l'autorité judiciaire. Prenons ce premier cas. Comment ça se passe? Puisqu'on est presque dans un cas où la personne n'a pas spécialement choisi de venir vous voir, elle est un peu dirigée, pilotée vers vous. C'est quoi cette étape du coup qui apparaît entre la plainte et, je sais pas, le procès? Je caricature un peu peut-être. Il faut savoir que nos coordonnées, les coordonnées de France Victime 54, sont mentionnées dans tous les dépôts de plainte. Peu importe les infractions, là donc on revient vraiment au cas général, vous allez déposer plainte. À la fin de votre procès verbal, il y a des informations générales, dont les coordonnées de l'association, pour que toute personne puisse venir nous saisir et demander des informations sur ses droits ou sur quelles sont les suites qui vont être données à ma plainte. Une seconde manière, effectivement, c'est la démarche proactive de l'association vers les victimes de violences conjugales. Donc là, c'est vraiment spécifique aux victimes de violences conjugales parce que les forces de l'ordre vont systématiquement envoyer les dépôts de plainte qu'ils auront pris ou les auditions au procureur de la République, qui va ensuite nous les rebasculer pour nous demander donc soit de prendre contact avec la victime, se mettre à disposition, lui donner quelques informations, ou effectuer une évaluation de sa situation. C'est dans ce cadre-là qu'interviennent l'évaluation des victimes, les EVVI? Oui, c'est ça. C'est un acronyme anglais que je ne maîtrise pas, mais en français, c'est l'évaluation de la vulnérabilité de la victime. Donc ça va venir, si on veut, apporter un complément à ce qui aura été mentionné dans le dépôt de plainte. Donc l'idée, c'est pas forcément de venir s'ajouter, mais entre le moment où la personne aura déposé plainte et le moment où on va la recevoir pour faire cette évaluation, il va y avoir un laps de temps. Donc on va essayer de voir avec elle déjà sur ce laps de temps s'il y a eu des nouveaux éléments et les faire remonter au procureur de la République. Cette évaluation, elle sert aussi principalement à évaluer le danger, donc à repérer les critères de dangerosité de l'auteur, les critères de vulnérabilité de la victime, et de faire un point sur ce qui peut être mis en place pour elle. Le fait qu'on ne soit pas dans un commissariat, dans un bureau de police ou de gendarmerie, qu'on ne soit pas devant un juge, ça aide un peu le statut d'association à libérer la parole chez les victimes? Alors nous, on a la chance d'être logés à la cité judiciaire. Enfin, on a le siège social qui est juste à côté, donc 36 avenue du Maréchal Juin. C'est la rue perpendiculaire au tribunal judiciaire de Nancy. Mais la plupart de nos entretiens se font au sein de la cité judiciaire. Quand elles sont après dans notre bureau, elles comprennent que ce qu'elles disent est confidentiel dans tous les cas. Alors, sauf cadre de l'évaluation, mais dans ce cas-là, on recueille leur consentement pour ensuite transmettre un rapport avec les éléments. Sinon, l'entretien est confidentiel. Après les silences, on parle des violences faites aux femmes. Vous venez de l'aborder, parlons de cette évaluation plus générale en sortant de l'EVVI. Qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on pose comme question concrètement et combien de temps ça prend? On en avait discuté un petit peu avant. En un rendez-vous, une personne pourra se livrer totalement. Parfois, et ça nécessite 2, 3, 4 rendez-vous pour que tout sorte, si je puis m'exprimer ainsi. Malheureusement, on n'a pas forcément 3-4 rendez-vous pour sortir une évaluation. Donc, on essaye de le faire en 1 heure de temps, mais ça veut dire qu'on aura travaillé au préalable, on aura sollicité l'autorité judiciaire pour savoir si l'auteur a des antécédents. On aura pris connaissance du dépôt de plainte de la victime ou de son audition, mais d'autres dépôts de plainte antérieurs, déjà pour ne pas la faire répéter, et puis pour vraiment aller directement compléter et qu'on puisse juste aller poser les questions nécessaires pour caractériser les éléments de dangerosité ou le danger auquel elle est exposée. On est toujours là dans le cadre d'une réquisition par l'autorité judiciaire. Vous avez à votre disposition des dispositifs qui permettent de protéger ces victimes. Oui, et c'est notamment à ça que va servir l'évaluation. On va pouvoir orienter après la victime vers un dispositif de protection. Alors ça, c'est dans les cas les plus extrêmes. Sinon, l'enquête suit son cours. Et l'entre-deux, en fait, avec ces dispositifs de protection dont on a la charge, c'est de les orienter aussi vers une ordonnance de protection et donc un avocat qui va les accompagner dans cette demande-là. Pour être plus concret, il y a par exemple le téléphone grave danger. Ouais. Ne pas confondre avec le 3919.
C'est vraiment un dispositif, voilà, c'est un dispositif encadré par la loi. Tout à fait. Donc, ce dispositif, il est consacré par la loi du 4 août 2014. Donc, c'est un dispositif qui est assez ancien pour lequel on a du recul aujourd'hui. Et concrètement, c'est un téléphone portable qui dispose d'une touche raccourcie qui permet à la victime de joindre en cas de danger le service de téléassistance. Et c'est une plateforme qui est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, le but, c'est que le téléopérateur qui reçoit l'appel évalue très rapidement la situation et demande, si besoin, l'intervention des forces de l'ordre par un canal dédié. D'accord, avec un système de géolocalisation aussi, j'imagine, au cas où la personne n'est même pas capable de s'exprimer ou n'est pas le temps. Oui, tout à fait. Le système de géolocalisation se déclenche par l'action du dispositif. Donc la personne n'est pas géolocalisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contrairement au bracelet anti-rapprochement dont on pourra dire quelques mots. Mais au moment où elle va déclencher le dispositif, elle va être géolocalisée et l'appel va être enregistré. Le téléopérateur est tout à fait capable d'identifier une situation de danger, même si la personne ne peut pas s'exprimer. Et c'est toute la force, en fait, du téléphone grave danger, parce la personne peut le déclencher dans son sac, dans sa poche, et laisser vraiment le téléopérateur faire le nécessaire auprès des forces de l'ordre. Dans quel cas, du coup, il intervient, ce téléphone grave danger ? Donc le téléphone grave danger, on va pouvoir le solliciter à partir du moment où une procédure est en cours. Alors ça va nécessiter l'évaluation dont on a parlé et l'accord du procureur de la République ainsi que le consentement de la victime. Nous, on va vraiment mettre dans ce rapport tous les éléments de dangerosité, mais aussi retracer l'historique du couple et comment les violences sont apparues, à quelle fréquence, progressivement ou pas, et puis la montée en puissance de ces violences-là. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il faut une séparation et une absence de cohabitation. Donc le téléphone grave danger ne pourrait pas être remis à une personne qui souhaite quitter son partenaire et qui s'en sent en danger, mais qui vit toujours avec. Parce qu'on a déjà eu cette demande-là, et ça, ce n'est pas possible. Et c'est très bien si ce dispositif est complété par une interdiction de contact, donc soit parce que la plainte a abouti à une poursuite et à une condamnation, soit parce que la victime, parallèlement, aura demandé une ordonnance de protection. Quelques chiffres, du coup, en 2024, on a eu 90 bénéficiaires de téléphones grave danger sur le ressort du tribunal judiciaire de Nancy. Parce que vous avez aussi dans le haut du département le tribunal judiciaire de Briey, et eux, ils ont leur propre dispositif. Donc vraiment que pour le bas du département, le bas du 54, 90 bénéficiaires pour 57 dispositifs. Depuis 2023, on a ce stock de 57. On a commencé en 2019 avec 11 dispositifs, 37 en 2021, voilà. Et là, on est arrivé à ce nombre de 57 et voilà. Pour le moment, on arrive à faire avec cette flotte-là. Mais il n'est pas impossible qu'on puisse à un moment donné demander au ministère de nous en octroyer plus. En tout cas, il a prouvé son efficacité, il est utile ce téléphone grave danger. Oui, tout à fait. Autre dispositif, dans des cas encore un peu plus extrêmes, c'est le bracelet anti-rapprochement. C'est ça. Donc là, c'est vraiment, on monte un échelon en termes de dangerosité. Donc là, c'est un dispositif qui est instauré par la loi du 28 décembre 2019, donc beaucoup plus récent. Il est vraiment arrivé sur le territoire en 2020. Et il va permettre en fait d'assurer le contrôle à distance du conjoint ou de l'ex-conjoint grâce à la pose d'un bracelet à sa cheville et d'une unité mobile qui va être attribuée à la victime. Donc là, on est vraiment sur un système de géolocalisation en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est pour ça que les conditions d'octroi sont renforcées. Parce qu'on touche vraiment à la liberté de la personne de se déplacer parfois. Ouais. Et donc, il nous faudra effectivement, à la différence du téléphone grave danger, où on était des éléments de grave danger. Là, on va être sur une situation d'extrême danger, si on peut dire. Danger imminent. Un danger, oui, voilà, très grave et imminent. Un accord express de la victime, parce qu'elle va être géolocalisée. Et le prononcé d'une décision de justice. Et là, il faut impérativement qu'il y ait des interdictions d'entrer en contact et de paraître dans certains lieux.
On était dans le cas de figure où vous êtes mandaté par la justice, donc dans le cadre d'une procédure, donc vous évaluez, vous documentez aussi quelque part l'histoire de la victime pour en savoir un peu plus sur les faits, mais aussi sur comment elle va, j'imagine aussi. Ça fait partie aussi, ça permet de caractériser aussi les séquelles et les conséquences qui vont impliquer sur sa vie future. L'autre cas où on va s'étendre aussi un peu, pas qu'un peu, parce que c'est aussi important, c'est quand les victimes, peut-être même des connaissances, ou peut-être qu'elles se font pas passer tout de suite pour des victimes, viennent vous voir volontairement pour avoir, j'imagine, de l'information. Oui, comme on le disait plus tôt, effectivement, il n'y a pas besoin qu'il y ait une procédure en cours ou de dépôt de plainte pour qu'on puisse les recevoir et puis répondre à leurs interrogations. Parfois, être aussi cette première écoute qui va leur permettre de prendre conscience qu'elles sont victimes des faits, parce que beaucoup vont minimiser ce qui leur arrive. Donc oui, on va pouvoir poser des mots avec elles sur les différentes infractions Et parfois les aiguiller vers vos partenaires que sont Arelia, le CIDFF, peut-être même l'hôpital, la gendarmerie, toute la sphère, tout le réseau de lutte contre les violences. Oui, complètement. C'est un maillage qui est très important et on oriente régulièrement vers les associations que vous venez de citer, mais aussi vers les partenaires, soit pour le dépôt de plainte, soit pour d'autres informations qui ne seraient pas là des informations en droit pénal, parce que souvent dans les violences conjugales, on va avoir énormément de questions sur le divorce, les enfants. Donc là, on est sur du droit de la famille, ce qu'on ne fait pas nous. Donc on oriente à ce moment-là vers le CIDFF très régulièrement. Et Arelia pour la mise à l'abri. Vous venez de parler de droit pénal, vous êtes juriste, on n'en a pas encore beaucoup parlé du droit justement. Peut-être pour commencer, comment la loi caractérise la violence? C'est quoi une violence? Il y a beaucoup de personnes, on se le disait en préparant l'émission aussi avec les autres partenaires, qui n'osent pas franchir le pas d'aller ne serait-ce qu'en parler, ne serait-ce que prendre de l'information, puisqu'elles considèrent qu'elles ne sont pas victimes de violence parce qu'elles n'ont pas pris un coup de poing dans la figure. Les violences, c'est beaucoup plus large. Ça peut être répété, ça peut être une seule fois, ça peut être physique, ça peut être moral. Dites-nous un peu l'éventail des violences. Oui, c'est important du coup d'avoir en tête qu'il y a différents types de violences et certaines plus compliquées à caractériser que d'autres. Donc on peut les lister avec quelques exemples si vous le souhaitez. Donc on va avoir en premier lieu les violences psychologiques. Ça peut se caractériser par du rabaissement, des critiques, de la manipulation, du mensonge, du chantage jusqu'au chantage au suicide, et puis des choses un peu plus subtiles comme le silence, l'ignorance ou le fait de conduire son partenaire à être isolé. Donc ça, c'est difficile à détecter, tant pour les victimes elles-mêmes que après pour la justice, pour les caractériser. Donc là, il y a des outils. Il y a le violentomètre pour aider la personne à prendre conscience, mais aussi Mémo de vie. Donc ça, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est une plateforme qui va pouvoir aider les victimes à renseigner ce qu'elles vivent au quotidien et donc à laisser une trace tout en prenant conscience de ce qu'elles vivent. Donc après, c'est effectivement des violences qui sont difficiles à prouver, donc il faut qu'elles aient en tête de garder les échanges par message, essayer d'avoir des témoignages, de conserver les éventuelles vidéos, messages audio qu'elles auront reçus. On a ensuite les violences verbales, donc ce sera là des insultes, des propos dégradants, humiliants, des menaces, des hurlements. Ça, c'est quand même plus facile de se l'imaginer. Donc on aura aussi les violences économiques. Donc là, c'est concrètement la surveillance des dépenses ou à l'inverse des dépenses forcées, ou interdire à une personne de travailler, d'étudier, cacher les cartes bleues et les pièces d'identité pour empêcher la personne de faire des démarches et d'ouvrir son propre compte, par exemple. Et là, après, on aura les violences physiques là, qui parlent plus fortement, directes ou indirectes, parce qu'on peut avoir des violences sur le mobilier, les animaux ou vers les autres personnes qui vont générer une peur chez la victime en se disant s'il est capable de casser la télé, de frapper le chien ou de s'en prendre au voisin, qu'est-ce qu'il peut me faire à moi? Donc ça, c'est aussi une forme de violence. Et ensuite, les violences directes qui commencent de la simple bousculade aux violences physiques, coups de poing et plus jusqu'à l'homicide. Et ce qu'il est important de dire, c'est que toutes ces violences, même si elles ne touchent pas directement le corps, elles ont un impact sur le corps. Ça peut entraîner des dépressions. Les conséquences, finalement, sont aussi importantes
quand on parle de violences psychologiques ou des violences, même des violences économiques, que les violences physiques. Oui, complètement. On a même cette sensation, nous, quand on reçoit les victimes, que les violences psychologiques ont un impact beaucoup plus important que les violences physiques. Une personne se remet, alors je fais pas de généralité, c'est par rapport à ce qu'on nous témoigne, arrive plus facilement à se remettre d'un coup qu'elles auront pris que d'une personne qui aura été victime pendant des mois ou des années, victime de violences psychologiques. Il nous reste du coup les violences sexuelles. Donc là, ce sera tout geste non consenti, qui peut être un attouchement, un message à caractère sexuel, forcer une personne à avoir des relations sexuelles ou même la forcer à visionner du porno, l'obliger à se toucher, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est peu dénoncé dans le cadre du couple. On peut le comprendre. Ça touche à l'intimité, donc les personnes culpabilisent, ont un sentiment de honte de dénoncer ce genre de fait. Mais c'est des violences qui sont très régulières quand même. Quand on regarde les violences conjugales de manière générale, beaucoup dénoncent des violences sexuelles, ou en tout cas sont amenés à les dénoncer au fur et à mesure. Et j'imagine tristement qu'en fait, on est rarement affaire des personnes qui ne subissent qu'une seule type de violence. En général, c'est Tout associé. À fait, complètement. D'où l'importance, les forces de l'ordre ont une trame qui est adaptée aux violences intrafamiliales et conjugales, et ils vont essayer de la suivre le plus possible pour aborder tous ces types de violences, parce qu'une personne qui vient déposer plainte pour des violences physiques ne pensera pas forcément à expliquer qu'elle est également victime de violences sexuelles ou de violences psychologiques. Donc la trame qui a été mise en place va vraiment aider la personne à dénoncer les faits et à même se rendre compte au moment où elle est devant les forces de l'ordre qu'elle est aussi victime d'autre chose. Quelles sont les sanctions, les sentences pour les auteurs de violences ? Un ou une auteure de violence conjugale peut être condamné à de la prison ferme. Le principe en droit pénal, c'est la personnalisation de la peine, donc en fonction de si la personne a des antécédents ou non, donc s'il est connu de la justice, globalement, en fonction de la gravité des faits, on va avoir différentes sortes de poursuites. Le premier, et il faut le garder en tête malgré tout, c'est le classement sans suite de la plainte. C'est vrai que c'est difficile à vivre pour les victimes parce qu'elles auront été un peu malmenées par la procédure, aller se confier à des enquêteurs, ensuite passer devant le médecin légiste, puis avoir un rendez-vous avec l'association ou avec de multiples associations. On leur en demande beaucoup et puis parfois, il n'y a pas assez d'éléments et c'est classé sans suite. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Oui. Après, voilà, nous, on est aussi là pour les renseigner sur leurs droits par rapport à ce classement-là, ce qu'elles peuvent faire, et puis essayer de leur faire comprendre que le classement ne veut pas dire qu'on ne les croit pas, mais simplement qu'il n'y avait pas assez d'éléments dans la procédure pour matérialiser l'infraction. On parlait justement de la difficulté de réunir des preuves, de caractériser, de prouver quelque part qu'on a été victime. C'est quoi les bons réflexes à avoir ? Qu'est-ce qu'il faut conserver ? On parlait tout à l'heure des violences numériques ou dans le cadre de harcèlement par texto ou avec la présence de vidéos. Qu'est-ce qu'il faut garder de côté et puis secrètement, puisque l'idée c'est pas de prendre des risques non plus. À quoi il faut penser ? Bon, qu'il y ait séparation ou pas, je pense qu'il faut privilégier quand même les échanges par message. Donc il faudra effectivement pouvoir les conserver, parce que la difficulté, c'est surtout si l'auteur peut accéder au téléphone de la victime. Donc là, il y a des choses qui existent, dont Mémo de vie, où il y a un espace sécurisé sur lequel la victime va pouvoir mettre ses captures d'écran, ses vidéos, faire un résumé de ce qui s'est passé. Mais donc conserver les messages, les envoyer peut-être au besoin à des personnes de confiance. De même pour les vidéos, les photos. Faire des captures d'écran, par exemple, et puis les envoyer, supprimer tout de suite la photo dans son téléphone. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez simplement. Par exemple. Alors après, je pense qu'avec le développement de l'IA, maintenant, ça va devenir un peu compliqué de se baser juste sur des captures d'écran. C'est sûr que les enquêteurs, eux, ils aiment bien pouvoir récupérer les échanges dans le téléphone, mais au mieux, oui, bien sûr, au minimum, les captures d'écran et au mieux, garder la conversation pour pouvoir la fournir. Dans le cadre de violence, une photo de son bleu sur le bras, ça n'aura pas beaucoup de valeur. L'idée, c'est d'aller voir un médecin,
de passer par le CHRU, par exemple. Alors, effectivement, la photo au minimum, avec un peu de recul, parce que si on prend de très près son bras, en fait, on ne sait pas après si c'est un bras, une cuisse, une épaule, Si c'est bien le sien aussi. Voilà, et puis sur le diamètre de l'hématome aussi, c'est compliqué de le voir. Donc, au minimum, la photo. Et le mieux, effectivement, c'est d'aller consulter son médecin traitant. Peut-être c'est aussi la personne la plus accessible qui va pouvoir faire un certificat pour constater. Et puis après, oui, vous l'avez dit, il y a aussi les urgences qui peuvent accueillir et faire ce travail-là. Après les silences, on parle des violences faites aux femmes. Nous sommes toujours avec Amandine Gradou, juriste à l'association France Victimes. Dans notre émission consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes, on est aussi avec Hubble, chien d'assistance judiciaire, qui est avec nous dans cette émission, qui pique un petit roupillon. C'est quoi le rôle, rapidement, des chiens d'assistance judiciaire ? C'est un chien qui va venir un peu compléter nos missions, qui va venir accompagner toute victime, mineure, majeure, au cours, par exemple, de son audition devant les forces de l'ordre, au cours d'un procès, d'une confrontation devant le juge d'instruction ou auprès des forces de l'ordre. Il va vraiment être un soutien, en fait, émotionnel pour la personne qui est victime et qui, en cas de stress intense, Hubble qui est là va le ressentir, il va venir mettre sa tête sur ses genoux, donc la personne va pouvoir le caresser. Ça va lui permettre aussi de penser à autre chose, apporter un petit peu de légèreté dans ces moments qui sont très compliqués pour les victimes. Il a dû penser que j'étais stressé puisqu'il est effectivement venu mettre sa tête sur mes cuisses. Pour conclure cette émission, Amandine, quelles sont les histoires qui vous ont marqué dans votre métier, des rencontres dans le négatif comme dans le positif? Ça peut être, les histoires se terminent jamais parfaitement, évidemment, puisqu'on est dans le cadre de victimes de violences, mais peut-être pour donner espoir aussi à des gens, des personnes qui sont rentrées, qui ont toqué à votre porte complètement désarçonnées, perdues, et qui en ressortent peut-être grandies et protégées. Dans les éléments marquants, oui, forcément, j'ai accompagné des victimes à des audiences où la condamnation a été à la hauteur de leur espérance. Donc ça fait quand même du bien de les accompagner jusqu'au bout et puis de se rendre compte que elles sont satisfaites, elles se sentent protégées. Donc ça, c'est vraiment des éléments positifs déjà parce qu'on aura tendance à avoir plus le négatif en tête. Donc après, il y a effectivement toutes ces personnes qu'on accompagne et dont on pense qu'elles se sont défaites de l'auteur, qu'elles sont enfin tranquilles et qui vont peut-être revenir toquer à notre porte 1 an ou 2 ans après parce que ça a recommencé. Qu'est-ce qui vous motive dans ce métier ? D'essayer de faire avancer les choses, d'essayer d'apporter de plus en plus de soutien à ces personnes qui ont besoin d'une oreille attentive, qui ont besoin d'être protégées, qui ont besoin d'être orientées. Essayer de mettre de plus en plus de choses en place pour leur faciliter le parcours et aussi faciliter la libération de la parole. La libération de la parole et la reconstruction des victimes. Qu'est-ce qui manque aussi peut-être à l'association France Victimes ? Ça peut être l'occasion d'un plaidoyer, cette émission, pour... il y a encore du chemin. Complètement, je pense que c'est quelque chose qui est plus général la problématique est plus générale que France Victimes 54. C'est un manque de moyens et ça, c'est le cas pour la justice, c'est le cas pour les forces de l'ordre. C'est aussi le cas chez nous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir de plus en plus de victimes sans avoir des moyens à une équipe qui grandit en conséquence. Sinon, on en vient à faire un mauvais accompagnement, de la mauvaise qualité et ne plus pouvoir répondre aux besoins des bénéficiaires. Le nerf de la guerre, hélas. En tout cas, c'est entendu pour les gens qui nous écoutent. Pour conclure, justement, comment on pousse la porte de France Victimes 54 ? On peut peut-être déjà passer par Internet ou on peut venir vous voir directement ? On a un site Internet, on a une page Facebook, on a effectivement des permanences, donc la personne peut venir directement au sein de la cité judiciaire et on a un numéro de téléphone avec 2 juristes accueillantes qui vous écoute avec bienveillance et vous accueille dans les meilleures conditions. Merci beaucoup Amandine Gradou, juriste pour l'association France Victimes 54. Merci. Merci à vous. C'était Après les silences, on parlait des violences faites aux femmes. Un programme proposé par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en partenariat avec la coordination des radios associatives de Lorraine.
À réécouter sur meurthe-et-moselle.fr/studio54. Une question, un doute, un appel à l'aide? Composez le 39 19. C'est anonyme et gratuit. 39 19.